Charlotte et son mari Julien pensaient avoir trouvé la maison parfaite. Au début, tout semblait idéal, vraiment parfait. Ils avaient leur petit cocon, leur vie à deux, tout paraissait beau et tranquille. Mais oh, comme elles se trompaient. Lors de la visite, l'agent immobilier leur fait le tour des lieux et finit par dire « Bon, voilà, la visite est terminée, est-ce que vous avez des questions ?» Charlotte remarque tout de suite un truc chez l'agent. Elle sourit, mais c'est clairement pour faire bonne figure, juste pour vendre. Elle a cette attitude de faux cul, tu vois. Mais Charlotte se dit que ça doit être normal. Sourire tout le temps pour vendre des maisons, ça doit pas être simple. Puis bon, la maison coûte quand même 300 000 €, donc elle peut pas se permettre de faire la gueule. Julien répond non, pas de question. Il se tourne vers Charlotte pour voir si elle en a, mais elle confirme qu'elle n'en a pas non plus. Elle tend la main à l'agent pour dire au revoir et là, l'agent lui serre la main avec une poigne bien trop forte, lui écrasant presque les doigts. L'agent lui dit alors avec un sourire toujours aussi forcé « Tout le plaisir est pour moi ». Puis alors qu'elle allait partir, elle se retourne et redonne sa carte de visite, celle qu'elle avait déjà donnée lors de leur première rencontre. Charlotte remarque la répétition et l'agent répond un peu bizarrement « Mieux vaut prévenir que guérir ». Charlotte trouve ça un peu étrange mais elle n'y pense pas plus que ça. L'agent leur lance alors un peu excité « D'accord, j'espère vraiment avoir de vos nouvelles bientôt. Si vous décidez de m'appeler, surtout n'hésitez pas, même si c'est à 2h du mat'. » Charlotte et Julien la regardent s'éloigner vers sa voiture pour accueillir d'autres clients. Quand ils débriefent la visite, Charlotte lance à Julien « T'as pas l'impression qu'elle a pris un truc, elle? Genre de l'herbe ou de la poudre ?» Julien il se met à rigoler et il dit « Ouais, de la poudre carrément. Même un lapin sous Monster n'aurait pas autant d'énergie. » Ensuite, ils rentrent chez eux. Honnêtement, après cette visite, Charlotte a juste envie, c'est de faire une petite sieste. Plus tard, ils reparlent de la maison, Charlotte est à fond pour l'acheter, mais Julien n'est pas super convaincu. C'est un peu au-dessus de leur budget, et il y a quelques petits travaux à faire, comme ce papier peint hideux dans une des chambres. À un moment, il lui demande même en riant « Sérieusement Charlotte, qui met un truc pareil dans la chambre d'un enfant ?» Charlotte, elle voit ça différemment. Elle lui dit qu'il pourrait repeindre ou changer le papier peint. Que en vrai, c'est pas un problème. Elle insiste pour qu'il y réfléchisse parce qu'elle adore cette maison. Finalement, Julien cède et lui dit qu'il va y réfléchir. Pour faire court, elle obtient ce qu'elle veut. Ils finissent par déménager rapidement de leur ancienne maison. Charlotte et Julien ont enfin rangé et préparé tous leurs cartons pour emménager. Mais Charlotte sent déjà qu'elle aurait dû faire attention à ce qu'elle souhaitait. Le jour de la remise des clés, ils doivent retrouver Carla, l'agente immobilière devant la maison. Sauf qu'elle n'est toujours pas là. Charlotte demande à Julien « Tu sais où elle est là? Elle devrait pas être ici normalement ?» Julien lui rappelle que Carla lui avait dit qu'elle devait faire une dernière inspection pour vérifier que tout était en ordre et qu'elle leur laisserait la porte ouverte. Charlotte plaisante un peu ironique « Eh ben, c'est pas du tout louche ça !» Et elle pousse la porte. Elle dit ensuite à Julien d'être sympa, que c'est sûrement la dernière fois qu'ils vont devoir la voir. Ils entrent dans la maison et Julien lance un appel. « Carla, vous êtes là ?» Avec l'écho dans la maison vide, ça fait un peu flipper quand même. Et puis ils entendent une voix, très faible, étouffée, qui dit « J'arrive !» Tout à coup, Carla sort d'une porte qui donne sur la cuisine. Elle est complètement essoufflée, ses cheveux bruns d'habitude bien lisses sont en bataille. Et une traînée de peinture dégouline sur sa joue crayon blanche. On dirait qu'elle était en train de repeindre un truc. Charlotte la regarde, un peu inquiète, et lui dit « Carla, tout va bien? Pourquoi vous étiez au sous-sol ?» Julien fronce les sourcils, l'air sceptique. Carla lui assure qu'elle va très bien, qu'elle était juste en train de vérifier que la peinture avait bien séché. Elle leur explique que le sous-sol a dû être fait à la dernière minute parce qu'à leur dernière visite, elle avait oublié de fermer la maison à clé. Et apparemment, des personnes mal intentionnées en avaient profité pour entrer et avaient écrit des trucs au sous-sol. Elle a l'air énervée et leur dit « Ah, si je les attrape, je vous jure que... Mais Charlotte l'interrompit et lui dit « Bon, pas de souci, on va éviter d'aller dans le sous-sol pour l'instant, histoire de laisser la peinture sécher. » Charlotte demande ensuite « Eh ben, c'est bon, vous avez les clés ?» Carla lui dépose les clés dans la paume de la main ainsi que des copies des documents posés sur le comptoir. Elle leur dit que tout le reste leur sera envoyé par courrier et par email. Puis Carla s'excuse, leur dit qu'elle doit y aller et elle les félicite pour leur achat. Charlotte et Julien la remercient et la raccompagnent à la porte, qu'il referme derrière elle d'ailleurs. Charlotte se tourne vers Julien et lâche « Eh ben, c'était vraiment bizarre toute cette ambiance, non ?» On dirait vraiment qu'elle préparait quelque chose. Charlotte lance un peu ironique « Bon, tu veux qu'on aille vérifier le sous-sol ?» Julien hausse les épaules. « Bah, rien de presse,
on ira voir plus tard. De toute façon, Charlotte n'avait pas trop envie d'aller respirer la peinture dans le sous-sol. Elle et Julien avaient déjà leur idée de ce que Carla faisait là-bas. Elle devait sûrement prendre sa petite dose de... Mais aussitôt le matin, faut être accro. La journée est passée à déménager. En déballant leur affaire, Charlotte est tellement épuisée qu'elle pourrait dormir debout. Elle a presque oublié l'épisode du sous-sol et de Carla qui, visiblement, avait pris un bon rail le matin même. Mais le lendemain matin, la curiosité prend le dessus. Ses yeux n'arrêtent pas de se tourner vers la porte du sous-sol. Finalement, elle lâche à Julien. « Tu trouves pas que c'est bizarre, toi ?» Julien, une tasse de café à la main, lève les yeux vers elle. « Bizarre quoi ?»« Le sous-sol, Carla, la peinture noire. J'ai essayé de pas y penser, mais c'est impossible. » Julien repose sa tasse et un sourire amusé apparaît sur ses lèvres. « Toi aussi ça te trotte la tête? T'es en train de penser à ce que je pense, non ?» Il soupire, se lève de sa chaise et Charlotte fait de même en disant « C'est l'heure de résoudre le mystère. » Il se dirige alors vers la porte du sous-sol, Julien tire la poignée et allume la lumière. Les marches en bois grincent tandis qu'ils descendent. Une ampoule jaune éclaire faiblement la pièce. Ce qui est sûr, c'est que Carla ne mentait pas pour la peinture. Les murs sont d'un noir absolu, donnant à l'endroit une ambiance étrange. Charlotte sent un frisson parcourir sa colonne vertébrale en atteignant la dernière marche. C'est de ça que je te parlais. Même si Carla dit la vérité, pourquoi peindre les murs en noir? C'est super bizarre de faire ça, non? Ok ouais, je suis d'accord avec toi, marmonne Julien, pensif. Sans réfléchir, Charlotte s'approche du mur de droite et passe la main dessus. Elle s'attend à sentir des résidus, mais sa main ressort propre. Quelque chose ne tourne pas rond. Elle se retourne vers Julien et dit « J'ai plus envie de rester ici, ça me fout les jetons en vrai. » Julien sourit, un peu sarcastique. « Ah ça, c'est l'euphémisme du siècle. Dès qu'on s'installe, c'est le premier mur que je repeins. » Charlotte approuve et il remonte rapidement et referme la porte derrière eux. À ce moment-là, pour la première fois, elle entend une étrange sonnerie. Plus tard, Julien part au magasin acheter quelques trucs pendant que Charlotte prépare le déjeuner dans la cuisine. Soudain, un bourdonnement sourd retentit. Elle se demande à voix haute « Mais c'est quoi ça ?» Son regard se pose alors sur la fameuse porte. Avec hésitation, elle s'en approche et colle son oreille contre le bois. Le son se fait plus fort, pas de beaucoup, mais assez pour qu'elle soit convaincue que ça vient bien du sous-sol. Rassemblant tout son courage, elle prend une grande inspiration. Elle sait ce qu'elle doit faire. D'un geste rapide, elle ouvre la porte du sous-sol. Charlotte allume la lumière, retourne un petit peu en arrière et attrape un couteau sur le comptoir, histoire de se sentir un peu plus en sécurité. Elle descend dans le sous-sol, prête à affronter ce qui l'attend. Mais elle se retrouve dans une pièce vide. Le bourdonnement s'est arrêté à peine elle a ouvert la porte. Elle regarde autour d'elle, complètement paumée. Elle aurait juré avoir entendu quelque chose. Mais là, sans preuve, elle se demande si elle n'a pas juste halluciné. Elle essaye de se dire que c'est le stress, qu'elle ne veut pas se mettre dans tous ces états pour ça. Elle tente de chasser l'incident de son esprit, mais bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, elle passe le reste de la journée avec Julien à déballer des cartons et déplacer des trucs ici et là. Le soir venu, ils sont dans la cuisine, à manger des plats emportés. Là, Charlotte décide d'en parler. « Dis-moi, ça va paraître bizarre, mais t'as pas entendu un genre de bourdonnement ces derniers temps ?» Julien la regarde intrigué. Ouais, je sais pas trop. Quel genre de bourdonnement? Je sais pas, c'est comme un vieux bruit vibrant. Un peu comme un téléphone en mode silencieux. J'aurais juré l'avoir entendu venir du sous-sol tout à l'heure. Julien hausse les épaules. Non, moi j'ai rien entendu, peut-être que t'es juste un peu... Et là, pile au moment où il parle, le fameux bruit revient. Charlotte sent une montée de panique. C'est comme si le bruit s'était manifesté pile quand elle en parlait, comme s'il répondait à sa pensée. Julien la fixe, les yeux ronds, comme des soucoupes. Lentement, il se lève de sa chaise et se dirige vers la porte du sous-sol. Il tourne la poignée prudemment et ouvre la porte aussi doucement que possible. Charlotte retient son souffle, son cœur bat à toute allure. Elle ne sait pas ce qui l'attend là-bas, mais maintenant, elle est certaine de ne pas avoir rêvé. Julien allume la lumière, éclairant l'espace vide en bas des escaliers. Encore une fois, il ne voit qu'une pièce sombre et vide. La sonnerie dure encore quelques secondes, puis s'arrête, les laissant dans un silence pesant. Charlotte regarde Julien. « Tu me crois maintenant ?» Il acquiesce, visiblement perturbé. « Ah ouais, c'est vraiment bizarre. Peut-être qu'un des peintres a laissé son téléphone en bas, non ?» Charlotte secoue la tête. « Impossible, on a tout fouillé, il n'y avait rien. » Julien admet qu'elle a raison et essaye de la rassurer en disant qu'ils finiront bien par oublier tout ça. Mais elle sait qu'elle n'arrivera pas à chasser ça de son esprit.
Elle a besoin de réponses et elle est bien décidée à les trouver. La nuit, elle y pense sans arrêt, si bien qu'elle reste éveillée bien plus longtemps que prévu. Le lendemain matin, elle se lève tard et trouve Julien qui l'attend déjà dans la cuisine. Le petit déjeuner est prêt sur la table. Mais ce qui la surprend, c'est qu'il est déjà habillé pour aller au travail. Julien lui sourit en la voyant arriver. « Alors, bonjour la belle au bois dormant ?» Charlotte Baille lui répond bonjour et le regarde, intriguée. « Pourquoi t'es habillé comme ça? T'es censé aller au boulot ?» Julien hoche la tête. « Ouais, je t'avais dit que je devais passer au bureau aujourd'hui. » Charlotte s'en rappelle vaguement. Elle lui souhaite une bonne journée et le remercie pour le petit déjeuner. Julien se lève, s'approche d'elle, lui dépose un baiser sur le front et lui murmure « De rien ma chérie, je t'aime. » Elle sourit, le regarde poser son assiette dans l'évier et lui répond « Moi aussi je t'aime. » Avant de partir, Julien lance en plaisantant « Fais pas de bêtises pendant mon absence, d'accord? On s'occupera de tout ça ensemble quand je rentrerai. » Avec un dernier sourire, il se dirige vers la porte et s'apprête à partir. Avant de partir, Charlotte dit à Julien « Je promets rien, tu sais. » Dès que la porte se referme derrière lui, elle se précipite vers le sous-sol. Elle a désespérément besoin de réponses. Et ces réponses-là, elle ne sait pas encore qu'elles vont l'amener à quelque chose qu'elle aurait voulu effacer de sa mémoire. Elle commence à inspecter les murs, si elle devait cacher quelque chose, où est-ce qu'elle le mettrait? Elle passe ses doigts sur la surface noire du mur sans trop s'attendre à trouver quoi que ce soit. Mais à sa grande surprise, elle tombe sur un creux dans le plâtre. Elle trace le contour et là, elle réalise que c'est une porte. Elle se dit que c'est sûrement ça que Carla a essayé de dissimuler dès leur arrivée. Une sensation de malaise commence à se faire sentir dans son estomac. Pourquoi cette porte a été poncée puis repeinte? Carla espérait sûrement que Charlotte et Julien ne la trouvent jamais, mais elle n'a pas assez comblé les trous du cadre. Charlotte cherche une poignée, mais elle ne trouve rien. Elle soupire, sachant bien que Julien n'approuverait pas ce qu'elle fait, mais elle a besoin de savoir. Elle monte rapidement à l'étage, va dans le garage où Julien range ses outils et trouve enfin ce qu'elle cherchait, un marteau. Elle redescend au sous-sol, se poste devant la porte cachée, rassemble son courage, lève le marteau et s'apprête à frapper. Soudain, elle entend le fameux bruit. Instinctivement, elle recule en retenant son souffle. Elle se ressaisit, se dit qu'elle peut le faire. Elle n'attend même pas que le bruit s'arrête et commence à marteler le mur. Après tout ce raffut, elle finit par faire un trou suffisamment grand pour passer. Elle allume la lampe de son téléphone, le cœur battant, et franchit la fente dans le mur. Une odeur âcre l'assaillit aussitôt. Elle cherche un interrupteur et finit par en trouver un sur le mur à côté. Dès qu'elle allume la lumière, elle pousse un cri strident. Devant elle, des dizaines de corps sont éparpillés dans la pièce, la plupart enveloppés dans du film plastique, comme des sortes de momies. Leur peau et leurs os semblent desséchés sous cette fine couche de plastique, et il y a du sang séché partout. Les expressions figées de certains visages la hanteront à jamais. Les cadavres sont dans différents états de décomposition, mais ils ont tous un point en commun, leur visage déformé par la terreur de leur dernière seconde. Charlotte est au bord de l'évanouissement quand elle entend à nouveau la sonnerie. Elle baisse les yeux et là, au sol, elle voit un téléphone portable qui reçoit un appel. La batterie est presque à plat, mais elle tient encore. Son cœur se brise en lisant le nom sur l'écran fissuré. Maman. Elle tourne la tête à gauche et sent son estomac se nouer. Un homme qui semble avoir la vingtaine est enchaîné contre le mur. Il n'a plus de yeux et ses joues sont couvertes de sang séché. Sa gorge est tranchée et le pourpre sombre de son sang coule à sa chemise. De tous les corps dans la pièce, le sien est le moins décomposé. Les larmes aux yeux, elle remarque que son bras est tendu vers le téléphone, comme une mise en scène morbide où il semble essayer d'attraper le téléphone. C'en est trop pour Charlotte, elle trébuche en arrière, sort de la pièce en courant. Après avoir repris son souffle, encore secouée de sanglots et de frissons, elle appelle la police. Au total, 15 corps sont découverts. Elle apprend plus tard que le téléphone portable appartenait à un homme de 23 ans, disparu depuis 4 jours. Et eux, ils vivaient dans cette maison depuis à peu près 4 jours maintenant. Inutile de dire que Charlotte et Julien n'ont pas cherché à rester là. Ils ont fait jouer certains de leurs droits auprès du notaire et ils sont retournés chez les parents de Charlotte, essayant d'oublier tout ça, de se débarrasser de cet endroit. Et même si Julien tente de la rassurer en lui répétant que tout ira bien, Charlotte ne se sent toujours pas en sécurité. Parce que Carla est sûrement toujours là-bas. Elle en est certaine. Et depuis, la police n'a ni de nouvelles de l'agence immobilière, ni de Carla. Selon eux, leur maison était la seule en vente auprès de cette agence immobilière très bizarre. Elle ne sait toujours pas quoi faire. Quoi qu'il arrive, elle prie simplement pour que ni elle ni Julien ne finissent comme ces gens qu'elle a trouvés dans leur sous-sol.
Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Une véritable pépite, comme je vous le disais à l'époque. C'est vrai, c'est à une époque qui date, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je raconte des threads. Mais non, c'était même pas il y a si longtemps, mais à une époque je vous disais, je vous ai trouvé des pépites. Oh. Et bah là, c'est une pépite. Je suis d'accord, on est d'accord. T'es d'accord? Bah non, c'est une pépite, c'est une petite pépite. J'ai le sourire un petit peu, mais c'est horrible en fait. C'est vrai que des fois, je me rends compte que j'ai un peu trop de détachement vis-à-vis des threads. C'est vrai que des fois, je suis en mode, je les raconte comme ça, en mode, voilà. De toute façon, l'histoire, elle s'est passée. Elle s'est passée, donc moi, j'y peux rien. Moi, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Moi, j'étais tranquille ici. C'est pas moi qui ai commis ces actes abominables, donc voilà. Mais c'est vrai que des fois, t'es en mode, tu te dis, oh, c'est aux États-Unis, c'est loin, c'est machin, donc t'as un peu de détachement. Je sais pas si vous, ça vous le fait. D'ailleurs, comment? C'est une bonne question, tiens. Comment vous ressentez les threads? Qu'est-ce que ça vous fait? Je sais pas, ça vous fait peur? Vous pensez que ça peut arriver en France ou des choses comme ça, où vous habitez, hein, parce que je sais que vous êtes beaucoup au Canada aussi. Voilà, je sais pas comment vous vivez les threads. Qu'est-ce que ça vous fait, quoi? Voilà, bref. Allez, on passe au prochain thread. Salut, on se retrouve pour ce thread 2, sachant que c'est une vidéo avec 5 threads d'horreur. Mais avant de commencer, si tu n'as pas vu la vidéo de mardi, tu as loupé une big annonce. Du coup, je t'en remets une petite partie. Et je vais pas passer par 4 chemins, je vous annonce le projet Frénésie. Vous allez me dire, mais Frénésie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pendant 24 jours, vous allez avoir une vidéo par jour jusqu'à Noël. Et cela commence bien évidemment le 1er décembre à 19 h. Du coup, je vous invite fortement à vous abonner, car sinon, c'est sûr que vous allez louper des vidéos. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos en n'étant pas abonné. Et pourtant, vous les kiffez. C'est pas moi qui le dis, c'est les stats YouTube. Et en plus, on va pas se mytho. Mais si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël, faites péter le palier des 50 000 abonnés pour Noël. Alors, n'hésitez pas à partager, faites des stories, parlez-en autour de vous. Moi, je vous promets de vous régaler. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si t'es hype, mais en tout cas, n'hésite pas à me le faire savoir, ça me fera très plaisir. Allez, sans plus tarder, on va commencer avec le second thread. Alors voilà, c'est l'histoire de Laura, une Canadienne qui avait 12 ans en 2011. Elle vivait dans une grande maison, dans un quartier où il y avait que des grosses baraques avec des jardins. Elle avait suivi un cours de babysitting et s'occupait souvent des 3 enfants de la meilleure amie de sa mère, qu'on va appeler Chloé. Un jour, elle se rend chez Chloé dans l'après-midi, comme d'habitude. En général, elle devait y aller tous les jours vers 18 h et elle gardait les petits jusqu'à 20 h parce qu'elle avait école le lendemain. Alors oui, elle est très jeune et du coup elle-même fait du babysitting. Ce jour-là, quand elle arrive, les enfants sont déjà couchés, épuisés après une grande journée à la plage. Chloé lui explique les consignes habituelles et part. Laura commence à se sentir un peu mal à l'aise, mais elle y prête pas trop attention. Elle s'installe sur le canapé pour regarder la télé et elle commence à s'assoupir. D'un coup, un gros bruit de chien la réveille en sursaut. Elle sursaute, se lève et va vers la fenêtre qui donne sur le jardin. Là, elle a le sang glacé. Il y a un gros chien, super furieux, avec un homme habillé en noir. Elle panique, décide de verrouiller toutes les portes et fenêtres de la maison. Puis elle court se réfugier près des enfants pour les protéger. 10 minutes passent, mais pour elle, ça dure une éternité. Et là, elle entend de nouveau le chien, comme s'il était déjà dans la maison. Son corps se fige, elle veut pas réveiller les enfants, qui ont entre 2 et 5 ans. Surtout, pour ne pas les effrayer en fait. Les aboiements deviennent de plus en plus forts, alors elle prend son téléphone et appelle la police. Et elle leur explique toute cette situation. Ils lui disent qu'ils vont arriver aussi vite que possible. Soudain, tout redevient silencieux. Laura ose entrouvrir la porte pour jeter un coup d'œil. Elle voit l'homme assis dans le salon, mais il n'a plus le chien avec lui. L'homme commence à monter les escaliers, sûrement pour la chercher, sans se douter qu'il y a des enfants. Elle sort discrètement de la chambre, se faufile vers la cuisine et prend un couteau pour se défendre. En passant devant l'escalier, elle aperçoit le chien, pendu là, avec du sang qui goutte doucement, comme de petites gouttes d'eau. Elle essaye de faire le moindre bruit possible et retourne vite dans la chambre des petits, avec le couteau. Elle entend l'homme redescendre, en frappant fort, comme s'il voulait casser les marches. Il se dirige vers la chambre où elle s'est cachée avec les enfants. Ils dorment encore et elle sait qu'elle doit les protéger coûte que coûte. De loin, elle commence à entendre les sirènes de police, ce qui la rassure un peu. Mais l'homme continue de donner des coups de pied dans la porte qu'elle a fermée à clé. Laura se place devant la porte, couteau en main, et chuchote aux enfants de rester silencieux. Ils se réveillent en pleurant et ça lui fait mal au cœur, mais elle reste calme. D'un coup, il n'y a plus aucun bruit. La police arrive et force la porte d'entrée. Mais sur le coup de la panique, elle pense que c'est encore l'homme. Elle lance le couteau et touche la main d'un policier. Elle s'excuse 1000 fois et heureusement, il est compréhensif. Il comprend qu'elle a réagi sous la peur. Finalement, ils ont attrapé l'homme. Plus tard, elle apprend que le type avait déjà été arrêté pour des trucs louches avec des mineurs et de la violence sur les animaux. Elle réalise qu'il aurait pu faire du mal aux enfants si la police n'était pas arrivée à temps.
Elle n'a jamais autant pleuré de sa vie. Et quelques mois plus tard, Laura et sa mère déménagent, puisqu'elle ne veut jamais revivre un truc pareil, surtout pas à 12 ans. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread. Comparé à l'autre, forcément, il est petit. Petit thread, mais très cool, parce qu'en fait, elle est petite quoi, elle a 12 ans et je trouve qu'elle a hyper bien réagi. Protéger les enfants, bravo, elle s'est pas mise en danger, elle a pas fait la fifou, je peux le défoncer, salut. Parce que des fois j'ai des threads où, quand je lis des threads, je suis en mode, comment ça, t'es venu, bon, je sais beaucoup, des fois il y a des choses sur Reddit qui sont un peu inventées, des fois, moi j'ai pris le couteau, j'ai tué le mec quasiment, ok vas-y, Allez, on passe au 3e thread d'horreur. C'était pendant les vacances d'été et cette année-là, la famille de Jade n'est pas partie en voyage, ce qui était rare. Elle n'a que 8 ans et sa petite sœur en a 3. Comme d'habitude, elle joue avec d'autres enfants qui vivent dans le même immeuble, juste à des étages différents. Mais ce n'est pas un immeuble classique, plutôt une grande maison à plusieurs étages avec un portail un peu plus loin, qui fait office d'entrée et de sortie unique. Du coup, quand ils jouent en bas, ils peuvent voir chaque personne qui entre ou sort de l'immeuble. Et comme ils connaissent tous les locataires et leurs familles, ils disent bonjour à tout le monde. Voir des nouvelles têtes, c'est rare, mais pas impossible non plus. Près du grand portail, il y a une vieille petite fenêtre avec une grille. Mais en bas, il y a une petite ouverture. Ce jour-là, ils jouent tous ensemble comme d'habitude. Mais Jade commence à être fatiguée. Alors, elle s'assoit sur une chaise qui se trouve dans un coin ressemblant à un petit porche. De là, elle voit la fenêtre sur sa droite et le portail tout en face. Elle regarde dehors sans vraiment y penser, jusqu'à ce qu'elle remarque un type près du portail, en train de les observer. Ce type fixe sa sœur et ses copains, sans même essayer de détourner le regard. Il a un air vide qui met Jade super mal à l'aise. Elle se retourne pour faire signe à son ami de changer de place, pour ne plus être dans le champ de vision de ce gars. Mais son ami ne comprend pas. Frustrée, Jade s'apprête à se lever pour lui expliquer. Mais elle croise à nouveau le regard du type. Sauf que cette fois, c'est elle qui le fixe. Elle se fige, un frisson de peur la parcourt. Elle n'arrive plus à bouger. Elle ne sait pas pourquoi, elle reste là à le regarder. Et là, il commence à sourire. Un grand sourire inquiétant, d'une oreille à l'autre. Elle est tétanisée, mais elle finit par rassembler son courage et court rejoindre ses amis. Elle leur dit de la suivre à l'intérieur, sans donner d'explications. Et heureusement, ils la suivent sans poser de questions. Elle ne raconte rien à ses parents parce qu'elle sait qu'ils l'empêcheraient de redescendre jouer. Le lendemain, Jade retourne jouer avec les autres. Elle vérifie discrètement la fenêtre pour s'assurer que le type n'est pas là. Rien en vue, du moins c'est ce qu'elle pense. 15 minutes plus tard, elle le voit à nouveau. Il est là, au même endroit, en train de les fixer. De la fixer elle. Jade essaye de l'ignorer, de continuer à jouer comme si de rien n'était. Mais la peur finit par prendre le dessus. Elle décide de rentrer à nouveau avec ses amis. Ça continue comme ça pendant 3 ou 4 jours. Et ses amis commencent à se plaindre parce qu'elle les fait toujours rentrer plus tôt. Le 5e jour ou le 4e, elle se rappelle plus exactement. Jade prend sur elle et décide de l'ignorer pour de bon, de juste se concentrer sur le jeu. Ce soir-là, il joue au cricket et Jade est au bâton. Elle frappe la balle de toutes ses forces et elle passe par-dessus le portail. Classique dans leurs règles de jeu, le lanceur doit aller chercher la balle. Sauf que là, son cœur se met à battre à toute allure parce qu'elle voit le type, avec ce sourire qui s'élargit encore plus, devenant carrément effrayant. Il va récupérer la balle sur la route et la tient dans sa main, lui faisant signe de venir la chercher. Jade est morte de peur, mais elle doit y aller. Alors elle avance vers lui. Quand elle s'approche, elle tend la main pour récupérer la balle. Il se penche vers elle et lui murmure quelque chose à l'oreille. Ces mots résonnent encore dans sa tête, même aujourd'hui. Je suis un homme bon. Regarde par la fenêtre en rentrant. Je te laisserai quelque chose. Ça l'a glacée. Elle attrape la balle et se met à courir aussi vite qu'elle peut. Plus tard, alors qu'elle s'apprête à rentrer, elle le voit glisser un papier par la petite ouverture de la fenêtre. Il la regarde encore, lui sourit et lui fit signe au revoir. Elle récupère le papier et l'ouvre. Il a écrit son numéro de téléphone en lui demandant de l'appeler à 2h de l'après-midi, en précisant qu'il sait que ses parents dorment à cette heure-là. Il ajoute que si elle ne le fait pas, il s'en prendra à ses amis. À 8 ans, Jade ne sait pas trop quoi faire, alors elle appelle le type avec le téléphone de sa mère. Il décroche et elle n'a pas le courage de parler. Elle reste silencieuse. Il dit alors « T'es une bonne fille, comme moi. Tu devrais venir vivre avec moi. Viens dehors, je t'attends pour venir te chercher. » Comme elle habite à l'étage, elle va sur le balcon et là elle le voit, debout, près de la porte, en train de le regarder, droit dans les yeux, lui faisant signe de la main, avec ce même sourire effrayant. Elle ne tient plus, elle éclate en sanglots et raccroche aussitôt. Elle court se réfugier dans sa chambre où elle continue de pleurer sans s'arrêter. Heureusement, sa mère ne se réveille pas et elle peut laisser sortir toute sa peur. Elle reste cloîtrée pendant plusieurs semaines. Tout le monde lui demande ce qui ne va pas.
mais elle n'en parle à personne. Le type finit par arrêter de venir, même si elle ne se souvient pas du jour exact. Elle est juste soulagée que ce cauchemar soit fini. Finalement, cette histoire s'efface petit à petit et elle grandit. 10 ans plus tard, Jade a maintenant 18 ans. Un jour, sa mère lui demande d'aller acheter des petits snacks. Elle amène sa petite sœur avec elle et elle sort. Le magasin est au bout de la route, à quelques maisons de chez elle, donc c'est rapide. Elle est dans la file d'attente quand elle commence à se sentir mal à l'aise. Un homme derrière elle n'arrête pas de la coller. Agacée, elle se retourne pour lui dire d'arrêter. Et là, elle réalise que c'est lui. Son visage devient pâle. Son cœur bat tellement fort qu'elle le sent dans sa gorge. Elle essaye de rester calme en se disant qu'il ne pourra rien faire ici, avec tous ces gens autour. Mais dès que sa commande est prête, elle se dépêche de payer. Mais il l'intercepte pour sortir son argent en premier. Le propriétaire du magasin, qui connaît bien Jade, remarque ce comportement étrange. Il jette un coup d'œil à l'homme, puis à Jade, comme pour vérifier si tout est ok. Elle finit par payer quand même et le propriétaire demande poliment au type de récupérer son argent. Jade donne ensuite le sac à sa petite sœur et lui dit de rentrer directement pour prévenir leur mère qu'un homme les suit. Comme ça, si ça tourne mal, elle pourra au moins avoir du soutien. Et sa sœur, elle, sera en sécurité. De l'endroit où elle est, elle peut voir la maison. Alors, elle attend que sa sœur soit bien rentrée. Une fois que c'est fait, elle commence son propre chemin pour rentrer. Dès qu'elle sort, le type la suit et lui dit quelque chose comme « Tu es devenue une belle femme maintenant. On devrait se retrouver et rattraper le temps perdu. » Encore une fois, c'est à peu près ce qu'elle se rappelle. Mais ça fait froid dans le dos. Jade essaye de ne pas y prêter attention et continue de marcher. Mais une fois qu'ils sont loin du magasin, il accélère le pas et elle doit marcher plus vite elle aussi, sans la chair de poule lui monter partout. Elle finit par courir et elle entend qu'il essaye de la rattraper. Heureusement, le propriétaire du magasin l'appelle soudain en criant, en lui disant qu'il a oublié une partie de son argent au comptoir. Ça lui donne juste assez de temps pour rentrer chez elle et elle verrouille le portail. Elle ne l'a pas revu depuis ce jour-là et ça fait maintenant 2 ans. Elle a 20 ans aujourd'hui et elle espère ne plus jamais le revoir. Mais elle n'arrive pas à se débarrasser de cette paranoïa, cette peur qu'il réapparaisse un jour, peut-être quand elle aura 28 ans. Après cet épisode, Jade raconte tout à sa mère. Comme son père vit dans une autre ville pour le travail, elle préfère ne rien lui dire, pour ne pas l'inquiéter et risquer que ça affecte son boulot. Son oncle, un policier local qu'ils connaissent bien et en qui ils ont confiance, essaye de retrouver ce type. Mais il ne trouve rien, c'est comme s'il s'était évaporé. Jade et sa mère demandent aussi au propriétaire du magasin s'il a des nouvelles du type. Il leur raconte que l'homme est revenu pour récupérer son argent, puis il est parti, sans dire un mot. Personne n'a vraiment fait attention à ce type, alors ils n'ont rien trouvé. Jade, elle, va à l'université en transport en commun, donc elle doit marcher environ 1 km pour atteindre l'arrêt de bus. Maintenant, elle prend l'autre chemin, celui qui est en face de la route du magasin. C'est un peu plus long, mais au moins elle se sent plus tranquille. Depuis cet incident, elle n'a plus revu ce type, ni ressenti quelque chose d'effrayant. C'est un soulagement, mais elle reste un peu parano chaque fois qu'elle sort. Elle garde toujours du gaz lacrymogène et un porte-clés pointu sur elle au cas où. Quant à déménager, ils n'ont pas les moyens pour l'instant. Peut-être après qu'elle aura terminé ses études, dans 3 ans encore. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ces threads d'horreur. Si c'est le cas, vous connaissez, un petit pouce bleu et surtout un abonnement. C'est très important. N'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications parce que je peux vous dire qu'au mois de décembre, vous n'êtes pas prêts. Allez, si jamais vous en voulez plus, je vous invite à regarder l'une de ces 2 vidéos là. C'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.